Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle édition. Le budget primitif 2022 a été voté hier au Conseil national, les recettes sont estimées à 1,889 milliard d'euros, un budget positif qui pourrait être excédentaire de presque 3 millions d'euros. En revanche, une soirée législative sous tension concernant la question du logement, nous y reviendrons avec le ministre d'État. Est-ce que tu viens pour les vacances ? C'est ce que chantaient David et Jonathan dans les années 80. Eh bien, nous vous avons posé la question un peu différemment. Qu'allez-vous faire pendant ces vacances en période de crise sanitaire ? Eh bien, dans la majorité des réponses, vous allez rester en principauté. Des vacances bien méritées pour les élèves, l'occasion de faire un bilan sur ce premier trimestre qui vient de s'achever entre travail et crise sanitaire. Avec nous ce soir, Isabelle Bonal, commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et enfin, nous ferons deux focus à travers des reportages. Le premier sur une initiative de la Croix-Rouge, le Monaco Red Touch Challenge, une façon d'initier la jeunesse à l'humanitaire et à la solidarité. Et le deuxième coup de projecteur, une façon de se mettre l'eau à la bouche à l'approche des fêtes avec les traditionnels marrons glacés. Je le disais dans les titres à l'instant, le budget primitif de l'État pour 2022 a été voté hier, mais sous forme d'avertissement pour le gouvernement, avec 14 voix pour et 8 contre, avec notamment des tensions entre gouvernement et Conseil national sur la question du logement. Nous recevons pour en discuter notre premier invité, le ministre d'État Pierre Dartout. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ont suivi le direct du Conseil national hier, vous avez pris la parole concernant le plan national du logement pour répondre peut-être à quelques critiques de conseillers qui trouveraient que les solutions apportées ne sont pas assez rapides face aux difficultés rencontrées sur le chantier Bel Air, qui va prendre un plus de temps. Pourquoi avoir souhaité prendre la parole à ce sujet-là ? Tout simplement pour apporter des réponses. Le foncier à Monaco, c'est un sujet extrêmement difficile. C'est un territoire de 2 km² avec la plus haute densité démographique du monde. Et donc, il est inévitable qu'il y ait, dans la mise en œuvre d'un plan aussi ambitieux, mais aussi nécessaire également, parce que cela correspond à un fort besoin de la population monégasque, il est normal qu'il y ait quelques difficultés de mise en œuvre. Et avec, bien sûr, l'immeuble Bel Air, on est au cœur d'une problématique de calendrier, du fait de sa proximité avec l'hôpital qui rend les choses plus difficiles. Et vous avez apporté des solutions au Conseil national ? On a apporté des solutions parce que nous avions bien sûr des dossiers qui étaient, si j'ose dire, dans nos cartons. Nous réfléchissons toujours à des opérations qu'on ne peut pas annoncer tout de suite parce qu'elles ne sont pas encore nécessaires, mais que l'on peut mettre en œuvre si nécessité se fait. Là, en l'espèce, il y a nécessité, puisqu'il y a ce retard sur l'opération Bel Air qui a suscité les critiques, et nous avons donc considéré, comme il s'agit d'un besoin prioritaire, qu'il fallait répondre, et nous avons proposé ces solutions. Dans le détail, il y a trois nouvelles solutions. Il y a l'Athéna, l'Evos. Il y a des solutions de nature différente. Il y a par exemple des surélévations qui peuvent être mises en œuvre sur certains immeubles. Et puis, il y a aussi des immeubles qui peuvent être construits sur des terrains qui aujourd'hui ne font pas l'objet de construction. Donc, on a les deux solutions possibles et on arrive au total à un nombre de logements qui est supérieur à ce que l'opération Bel Air permettait d'avoir. Vous étiez au Conseil national, bien sûr, pour le vote du budget primitif 2022. Il a été voté, mais presque sous forme d'avertissement, avec 14 voix pour et 8 voix contre. Quelles sont les grandes lignes de ce budget ? Comme nous l'avons indiqué, c'est d'abord un budget qui est ambitieux en matière d'investissement, et notamment le plan national du logement, mais également investissement pour le futur, pour l'attractivité, en matière de numérique, en matière environnementale, faire en sorte que la principauté conserve aussi ses forces d'attractivité. Je pense notamment aux enjeux liés à la sécurité, liés à la santé. Et nous avons aussi une maîtrise des dépenses de fonctionnement. C'est donc un budget qui est sain, un budget qui est ambitieux dans un contexte qui est difficile, même si fort heureusement la situation économique s'est bien améliorée et nous a permis d'avoir, comme je l'ai dit déjà, des recettes en TVA qui sont supérieures à ce que nous pouvions prévoir. Oui, ça devrait être un budget excédentaire de près de 3 millions d'euros. Comment est-ce que l'on arrive, en tant que chef de gouvernement, de préparer comme ça un budget primitif
dans ce contexte de crise sanitaire lorsque l'on navigue pratiquement à vue? Alors, on navigue à vue, certes, mais on a quand même des prévisions qui peuvent s'avérer solides. Par exemple, pour ce qui concerne les recettes en matière de TVA, elles sont fonction de la situation économique. D'autres, la TVA immobilière est fonction des projets qui naissent en matière immobilière. Mais nous ne sommes pas tout à fait dans l'inconnu, en ce sens que nous avons des bases pour faire nos prévisions. Et donc c'est le rapprochement de ces deux phénomènes. Le premier, c'est l'ambition que nous avons et qui se traduit par des dépenses ou des investissements, et aussi les contraintes que nous avons liées aux ressources qui se sont nettement améliorées, qui ne sont pas encore celles que nous pouvons espérer dans une année normale. Je voudrais que l'on aborde la crise sanitaire. Il y a un nombre important de cas chaque jour, de contamination, 63 mercredi, 60 cas jeudi. Quel est votre constat? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs à ce sujet-là? La volonté du souverain, comme je l'ai déjà indiqué, c'est qu'il n'y ait pas de conséquences négatives pour les familles, pour ces fêtes. Qu'il n'y ait pas de conséquences négatives non plus pour les commerces et les restaurants. Ça veut dire pas de couvre-feu, pas de confinement. Mais il faut quand même être très prudent, respecter les mesures barrières, respecter aussi le port du masque, veiller à se laver les mains. Et puis, bien entendu, aussi, ce qu'il faut surveiller, c'est la vaccination. Et il faut continuer à inciter l'ensemble des résidents à se faire vacciner. Il faut bien être conscient d'une chose. Aujourd'hui, nous avons une forte augmentation, comme vous l'avez indiqué, avec les chiffres que vous avez donnés, une forte augmentation du nombre de personnes contaminées, du nombre de personnes positives. Pour autant, fort heureusement, et j'espère que ça doit durer, nous n'avons pas de tension à l'hôpital. Mais nous avons quand même une augmentation du nombre de personnes hospitalisées parmi les résidents. Donc nous devons être vigilants. Si nous n'avons pas de tension à l'hôpital, c'est parce qu'il y a quand même une part importante de la population qui est vaccinée. Le message à faire passer aux non-vaccinés, c'est que c'est grâce aux personnes qui sont vaccinées que la pandémie ne se développe pas plus, ou tout au moins qu'elle n'ait pas de conséquences plus graves, notamment en ce qui concerne l'hospitalisation. Et on parle beaucoup du variant Omicron. Il est en principauté, on le sait, on n'en a aucune idée? Non, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y est pas. Il est possible qu'il y soit, mais parce que là-dessus, il ne faut pas non plus affirmer des certitudes que l'on ne peut pas démontrer. Soyons quand même lucides, on risque d'affronter ce virus au mois de janvier. Donc, soyons prêts à l'affronter, faisons preuve du civisme nécessaire dans le respect des mesures barrières et veillons à ce qu'il y ait une augmentation de la vaccination. Pour conclure, il ne devrait pas y avoir de restrictions plus strictes pour les fêtes de fin d'année? Non, ce n'est pas ce qui est souhaité par le souverain, encore une fois. En revanche, nous maintenons le cap, quitte à ce que certaines personnes n'en soient pas contentes. Mais dans une période de crise, quand on prend des décisions, on ne cherche pas à être populaire et on sait très bien qu'on ne peut pas faire des satisfaits partout. Monsieur le ministre, merci. Merci bien. Voilà en résumé, en ce qui concerne les fêtes de fin d'année. Pas de restrictions supplémentaires, mais de la vigilance pour ces vacances qui viennent de débuter. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi sont allés à votre rencontre pour savoir si pour ces vacances vous étiez plutôt au ski ou plutôt soleil, et surtout si vos plans ont été contrariés à cause de la crise sanitaire. On écoute vos réponses. Au ski, à Megève, Cogne, je ne sais pas si vous connaissez Cogne, parce que à Vallée d'Aoste, voilà, mais bon. L'année dernière, on n'est pas allé. Cette année, on n'ira peut-être pas non plus. J'ai réussi à m'organiser pour justement partir en vacances. Je rejoins justement ma famille à Paris pour faire les fêtes là-bas et je reviendrai dans le sud ensuite à la fin de mes vacances. À la maison. Fêter la fête en famille. Moi, j'avais prévu de partir, en Toscane, en Italie donc. Et ça a un peu changé les plans parce qu'on n'était pas sûr de partir, mais sinon, non, ça va. C'est assez, déjà, c'est agréable de partir. Pour l'instant, rien, mais je prépare surtout mon mariage, en fait. Pas de croisière. Normalement, c'est les croisières, mais avec la Covid, c'est un peu compliqué. Voilà, on attend, mais les sous de côté. Pour ce Noël, pour l'instant, non, je pars pas en vacances, je reste en famille
pour Noël et pour le jour de l'an. On reste ici pour les fêtes, généralement. Voilà. On va voir. On espère avoir notre feu d'artifice le 31 décembre, on verra bien, ça sera la surprise. Non, on n'avait rien de prévu pour les vacances. On va juste fêter Noël en famille et le jour de l'an aussi. On n'avait rien de prévu, on reste ici. Vous l'avez entendu, rester à Monaco en famille, c'était quand même la majorité des réponses. On vous retrouve, Christine Datomel, pour le premier point sur l'information. Le Monaco Economic Board et Monaco Boost coopèrent. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, c'est confirmé. La pépinière d'entreprise et le Monaco Economic Board viennent d'officialiser leur association, une coopération qui vise à renforcer le développement de l'entrepreneuriat en principauté ainsi que la promotion de l'activité économique monégasque. À cette occasion, les occupants de la pépinière d'entreprise bénéficieront dès janvier d'une adhésion au Monaco Economic Board pendant une année à titre gracieux. Les entrepreneurs du Monaco Boost auront alors la possibilité de tisser des liens avec les entreprises déjà membres du MEB, de multiplier les synergies d'affaires, d'augmenter leur visibilité et leur réseau à l'international en participant aux différents événements organisés par le Monaco Economic Board. Vous voulez nous parler d'une autre officialisation, Christina ? Effectivement, après examen des candidatures par une commission d'admission présidée par le prince souverain, les nouveaux membres du Yacht Club viennent d'être intronisés. Une intronisation devenue officielle à l'occasion d'un cocktail organisé en présence de l'ensemble des membres hier soir au Yacht Club de Monaco. Et puis, n'oubliez pas l'heure à sonner concernant la période d'inscription dans les écoles, collèges et lycées pour la prochaine rentrée de septembre en principauté. Oui, les inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023 débuteront le 3 janvier prochain. Alors, si vous souhaitez inscrire vos enfants dans les différents établissements scolaires de Monaco, sachez que les inscriptions pour les établissements publics s'effectueront jusqu'au 4 février inclus et que les inscriptions pour les établissements privés sous contrat se dérouleront jusqu'au vendredi 18 mars. Et puisque l'on parle d'inscription scolaire, c'est l'occasion de faire un bilan sur ce premier trimestre qui vient de s'achever puisque les enfants sont à présent en vacances ce soir. Et nous sommes avec le commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va débuter par la situation sanitaire. Il y a de plus en plus de contamination en principauté. C'est le cas dans les écoles. Quelle est la situation sanitaire dans les établissements ? Alors, il ne faut pas nier qu'il n'y ait pas de cas positifs dans nos établissements, mais ça reste encore raisonnable. Au premier trimestre, nous avons eu 4,4% des élèves des établissements publics et privés sous contrat qui ont été testés positifs à la Covid-19. Donc, ce n'est quand même pas la majorité des élèves, Dieu soit loué. Pour autant, nous avons aussi fermé des classes. Comme vous pouvez le savoir, au 15 décembre 2021, 27 classes ont été fermées, essentiellement 25 classes primaires, 22 maternelles. Pourquoi ? Les maternelles, ce sont les petites sections, moyennes et grandes sections, ils ne portent pas le masque. Donc, quand un enfant n'a pas le masque, par souci de précaution, tous les élèves sont mis en éviction. En élémentaire, nous avons eu 3 classes fermées. Dans le secondaire, je dois dire qu'on a eu vraiment, ils ont été très très sérieux, nos élèves ainsi que les chefs d'établissement et les professeurs. Nous avons eu uniquement 2 classes fermées en collège. Est-ce que vous avez ressenti ces derniers jours, cette dernière semaine, une accentuation des cas dans les écoles ? Non, pas plus que d'habitude, mais je crois que les parents se font du souci à juste titre. Parce que quand on dit que toute une classe est fermée, ils pensent que c'est parce que tous les élèves sont contaminés. Donc, il ne faut pas mélanger les... c'est par précaution. C'est ça, il ne faut pas mélanger les niveaux de classe et les classes, c'est par précaution. D'accord ? C'est comme au centre de loisirs, par exemple. Si un élève est testé positif, il est mis en éviction. Les élèves, on a des groupes de 8 qui ont été au contact avec la personne.
sont aussi mis en éviction 5 à 7 jours et quand ils reviennent, ils passent un test PCR. Mais pour autant, on n'a pas contaminé tout le centre de loisirs. C'est ça que je tenais à dire. Une étude de l'Institut Pasteur évalue à 30% le risque supplémentaire de contracter la Covid-19 lorsqu'un foyer compte en son sein un collégien. Un nombre qui augmente plus les enfants sont jeunes. C'est une enquête française, attention. Oui, c'est un problème aussi pour l'éducation nationale monégasque, c'est un casse-tête, ça ? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut dire qu'il y a une contamination relative et quand même encadrée dans les petites classes, les toutes petites classes. C'est plus dans le primaire que par exemple, dans les classes de lycée, par exemple. Malgré un contexte sanitaire tendu, quel premier bilan peut-on faire ? Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur la qualité de l'enseignement ? Alors écoutez, pas du tout. Je dois remercier les chefs d'établissement, le personnel enseignant, les élèves aussi qui ont été très sérieux. Nous avons travaillé comme si la Covid n'existait pas, mais bien sûr, on en est tous conscients qu'elle existe. Il y a eu très peu d'absentéisme dans les écoles au niveau des professeurs, 9,6% pour les professeurs de lycée publics ou privés sous contrat, et assez peu d'élèves qui ont manqué dans les grandes classes. Mais ce qu'il y a de formidable aujourd'hui, c'est que, étant donné que nous avons été confinés l'année dernière, nous savons ce que c'est que le travail en distanciel. C'est-à-dire que même si des élèves sont mis en éviction, ils ne sont pas abandonnés. Ils peuvent donc avoir un enseignement en distanciel. Tous les devoirs, cours sont mis sur Pronote, la messagerie électronique, les murs virtuels, par exemple chez les petits, les Padlet qui permettent de diffuser, de partager les documents pédagogiques avec les familles. Et grâce au collège numérique et au lycée numérique, nos élèves et les enseignants peuvent utiliser des outils numériques nouveaux qui permettent d'assurer la continuité pédagogique si, bien entendu, une fermeture de classe était nécessaire. Ça a eu un impact sur le sport également, la crise sanitaire ? Alors oui, disons que mais oui et non, je dois dire, parce que par rapport à l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on avait tout fermé, on n'y avait plus de sport. Donc là, concernant le sport scolaire, les cours d'éducation physique sont dispensés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le port du masque est obligatoire pendant les activités sportives en extérieur et en intérieur. Et les cours de natation scolaire ont été suspendus pour le moment. S'agissant du sport amateur, là aussi, malgré les restrictions, la situation est bien plus favorable que l'année dernière, où l'activité des clubs avait été, vous vous rappelez, suspendue en fonction de la décision ministérielle du 30 octobre 2020. Donc là, le port du masque obligatoire en intérieur, même pendant la pratique sportive, sauf pour les compétitions sportives. La pratique des sports de combat est limitée à des exercices individuels qui permettent la distanciation, le respect d'une distanciation raisonnable, même pour ceux qui ont un pass sanitaire. Et par exemple, pour la pratique de l'aviron, elle est limitée à une personne par embarcation. Isabelle Bonal, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. Passons à cette belle initiative lancée par la Croix-Rouge monégasque, la Monaco Red Touch Challenge. Le concept a été présenté hier après-midi à la Maison des Associations. Frédéric Hélion y était, vous explique tout sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Beaucoup de jeunes en principauté ont des idées de projets humanitaires ou solidaires, mais ne savent pas vraiment par où commencer ou comment faire pour se lancer. Au vu de ce constat, la Croix-Rouge monégasque a décidé de les accompagner en lançant la première édition du Monaco Red Touch Challenge. On a essayé vraiment de concentrer les projets dans 3 grandes thématiques. Donc la première est l'assistance aux personnes vulnérables. Le second thème est réduire l'impact environnemental. Et enfin, le troisième thème est l'éducation. Du coup, le projet final devra rentrer dans un de ces 3 thèmes. L'objectif est que déjà les jeunes deviennent vraiment acteurs et soient responsables du projet. On ne souhaite pas donc faire tout le travail à leur place, on souhaite vraiment les accompagner, qu'ils soient vraiment force de proposition et bien entendu au travers de notre expertise et de notre expérience, les orienter sur les différents besoins, sur les différentes thématiques et également s'entourer des bonnes personnes pour la bonne réalisation de leur projet. Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus. Après une présentation globale du challenge, les jeunes se sont réunis
pour une première session de travail afin d'évoquer leur futur projet. On part sur l'assistance de personnes vulnérables et donc on veut monter tout un projet pour essayer, même à Monaco, de lutter contre cela. Moi je partirais sur l'éducation pour former les jeunes enfants, les personnes âgées au programme informatique, autour de l'informatique, au code et à la sécurité informatique également. Chacun des groupes devra présenter son projet regroupé sur 10 slides et l'accompagner d'une vidéo d'1 minute. Date limite des inscriptions le 13 février, 2 projets seront primés. Un premier prix décerné par la Croix-Rouge monégasque avec un chèque de 2 000 € à la clé. Un deuxième prix spécial remis par la Fondation Sancta Devota avec 1 000 € pour aider à concrétiser le projet. Nous reviendrons sur le résultat de ce Monaco Red Touch Challenge en début d'année prochaine. Le reste de l'actualité en bref, c'est encore avec vous, Christinda. Monaco en football va rencontrer une équipe de la région parisienne et la conférence d'avant-match vient d'avoir lieu. Effectivement, les Rouges et Blancs affronteront les Red Stars ce dimanche au Stade Bauer en 32e de finale de Coupe de France. Réaction d'avant-match. As a coach, I played a lot of finals and this is also this season our ambition to go as far as possible. We know we are playing away. It's a third division team, an experienced team. Always very difficult to play away against these kind of teams, and I'm expecting, as always, a big fight, and we must show our best face to pass this opponent. And as I said, as far as possible we want to go, and we are not going to Paris to play only the game. We are going to Paris to win the game. Un match, Fabien, qui débutera à 13h45. Du ballon rond, on parle de patin à glace avec un beau spectacle ce samedi. Après un an d'absence suite à la pandémie, la mairie propose une nouvelle féerie de Noël sur glace avec la troupe professionnelle Patinaire. Un spectacle exceptionnel et gratuit qui mêle patinage, illusion, prouesse et humour qui aura lieu demain à 17h30 à la patinoire. Et on continue avec la féerie de Noël. Oui, cette fois, c'est la troupe de théâtre anglophone, le Drama Group, qui a répandu la magie de Noël au Théâtre des Variétés hier après-midi. Au menu, une traditionnelle pièce de fête de fin d'année, Christmas Carol, le chant de Noël en français, est le premier et le plus célèbre des contes de Charles Dickens. C'est un incontournable des grandes tablées de ces fêtes de fin d'année. Le marron glacé fait son retour. De l'historique, de la confection jusqu'à la vente, reportage de Juliette Rappert et Serge Prémont. Selon la légende, le marron glacé remonterait à l'époque de Louis XIV qui raffolait de ses agréables gourmandises. Depuis, ce produit d'exception est consommé principalement à Noël. Ça ne se vend en général qu'en décembre. C'est là où la demande est très forte. C'est là aussi où nous sommes en saison des marrons. C'est vraiment un produit très affilié à Noël, quoi. Le marron dit de gros calibre arrive déjà confit de l'Ardèche, premier département français producteur de châtaignes. Celui-ci est donc recueilli ici, à l'Épidore, pour se faire une beauté satinée. Nous préparons à l'aide du sirop un glaçage qui est fait en ajoutant du sucre glace, tout simplement. Voilà, légèrement chauffé. Et ensuite, les marrons sont nappés et on fait sécher ce glaçage quelques minutes au four. On laisse refroidir et ensuite le marron est emballé et vendu. Pour maintenir une qualité optimale, les marrons glacés se conservent au réfrigérateur à une température comprise entre 4 et 6 degrés. C'est une info intéressante. On conserve les marrons glacés à une température qui varie entre 4 et 6 degrés. Je ne savais pas. Quelle température fera-t-il justement samedi? Voici la météo. Eh bien, le ciel sera au beau fixe, du soleil le matin et de belles éclaircies l'après-midi. Côté température, eh bien, il faudra mettre les marrons au frais, Fabien, car les maximales atteindront les 13 degrés et 7 degrés pour les minimales. L'eau de mer sera à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 16h56. Demain, nous fêterons les Gassiens. Et avec le beau temps prévu ce week-end, pourquoi ne pas aller du côté du Larvoto où les commerces et restaurants resteront ouverts cet hiver. Ce sont d'ailleurs les photos du jour, signé Emmanuel Vitali. Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité, que ce soit par le biais de votre chaîne de télévision ou sur nos réseaux sociaux. Vous êtes de toute façon les bienvenus. On se retrouve d'ailleurs ce samedi 19h pour un autre journal. En attendant, portez-vous bien.
Au revoir.